maintenant je vais rentrer un petit peu dans la description du follicule pileux, parce que je ne sais pas si vous la connaissez. Vous l'avez apprise à la fac? Sinon je vais vous le faire quand même. Alors, le follicule pileux, hein, c'est une structure concentrique, où on retrouve à la périphérie la gaine conjonctive, qui se prolonge à la base du follicule par la papille dermique. D'accord? Et à l'intérieur de cette structure mésenchymateuse, vous avez la structure épithéliale qui se subdivise en gaine externe, en gaine interne qui est très, très fine, et au centre par la tige pilaire elle-même. Là, vous retrouvez ces subdivisions sur cet agrandissement. On voit très très bien la gaine conjonctive avec ses fibroblastes là, la papille dermique, et à l'intérieur la gaine externe qui commence ici. Ensuite, vous avez la gaine interne, on va voir tout ça en détail, et vous avez la tige pilaire. Et là, vous pouvez détecter déjà, et j'en parlerai tout à l'heure, les cellules pigmentaires, hein, les mélanocytes, qui se trouvent à la périphérie de la papille dermique, au sommet de la papille dermique. Alors, je vais d'abord vous décrire ces différents compartiments. Alors, la gaine conjonctive, soit dit en passant, là encore dans les livres, hein, on a un peu tendance à la négliger, mais c'est un gros compartiment du follicule pileux, hein, qui a d'ailleurs un rôle très important. Alors, quand je dis gros compartiment, c'est que si vous faites un marquage avec la fibronectine, là il est évident, hein, que c'est une véritable taille. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que la plupart des... Quand vous prenez la gaine conjonctive d'un follicule pileux de souris, c'est peau de chagrin, hein, on la voit à peine. Alors que chez l'homme, la gaine conjonctive, c'est quelque chose d'important, et on verra que dans l'alopécie, ça a un rôle clé dans le processus de miniaturisation du follicule. Alors ça se prolonge à la base par la papille dermique. Évidemment, vous retrouvez à l'interface entre la partie épithéliale et la partie conjonctive, vous retrouvez une membrane basale, tout le long là, que vous voyez très très bien, et qui est identifiée par le collagène de type 4, qui est d'ailleurs aussi identifié par la laminine 1 ou la laminine 5. Évidemment, là, quand vous regardez la papille dermique, c'est plus du tout linéaire, hein, c'est la papille dermique, elle est remplie de ces molécules de matrice extracellulaire. Et là, ce qu'on voit de façon très nette, on voit ces petits filaments là, ici c'est quelque chose de un petit peu ovoïde, on retrouve ici, en fait ce sont des micro-vaisseaux qui entourent le tiers inférieur du follicule pileux. Là encore, dans pas mal de livres, quand on vous parle de vascularisation du follicule pileux, parfois le schéma est très simple. Là, vous avez une petite anse vasculaire dans la papille dermique, là c'est apposé. En fait, c'est pas vrai du tout. Hein. Vous avez, on va le voir tout à l'heure, peut-être c'est la suivante. Voilà. À la périphérie du follicule, vous avez un plexus vasculaire très important, hein, qu'on voit ici, et qui explique d'ailleurs que la nutrition vient, dans les cas de chimiothérapie, qui explique très bien la perte de cheveux. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc, ça justifie aussi, mine de rien, que lorsque on veut vraiment combattre la chute du cheveu, contrôler la croissance du cheveu, la voie orale est totalement justifiée. Parce que le follicule est très irrigué. Il y a un vrai plexus vasculaire. Alors, maintenant, on est toujours dans le conjonctif, mais on va s'intéresser à la papille dermique. Alors la papille dermique, vous avez vu tout à l'heure, elle est vraiment dans le prolongement de la gaine conjonctive. Donc premier réflexe, ce serait de dire, bah, c'est la même chose. Eh bien, pas du tout. Chaque fois, de toute façon, chaque fois que je vais dire un truc, la phrase suivante, c'est bien pas du tout. Alors, par exemple, si vous prenez certains glycosaminoglycans, comme les chondroïtine 6 ou chondroïtine 4 sulfate, là, c'est vraiment spectaculaire. Parce que vous voyez que le chondroïtine 6 sulfate est très fortement présent dans la papille dermique et beaucoup moins dans la gaine conjonctive. A l'inverse, le chondroïtine 4 sulfate est très présent dans la gaine conjonctive et pratiquement absent, au moins dans la moitié de la papille dermique. Maintenant, si vous regardez ces deux autres marqueurs, là, il est clair qu'ils sont spécifiques de la papille dermique. Et celui-là, ça s'appelle BCL2. C'est une protéine mitochondriale qui est anti-apoptotique et qui vraiment décore spécifiquement la papille dermique. Ce qui, en fait, est très important parce que la papille dermique, c'est le véritable cœur du follicule pileux. Et s'il y a une structure qui ne doit pas être détruite au cours de la vie du follicule pileux, c'est bien la papille dermique. S'il n'y a pas de papille dermique, il n'y a plus de follicule pileux. Donc c'est important qu'elle soit protégée vis-à-vis de l'apoptose. Elle est protégée par BCL2, mais elle est aussi protégée
par cette enzyme qui est la PGHS1 que vous connaissez sous un autre nom, la cyclooxygénase 1, qui est la cyclooxygénase constitutive, celle-là elle n'est pas inductible, et donc en fait ça suggère fortement, et on va le voir, c'est confirmé, que la papille dermique synthétise de façon locale des prostaglandines, de façon basale, et on sait très bien qu'à un niveau basal, les prostaglandines sont cytoprotectrices. Maintenant, si on rentre dans le comportement épithélial, alors un des plus importants, évidemment, c'est ce qu'on appelle la matrice qui se trouve à la base du follicule pileux, et le marquage qu'on a utilisé ici, qui est Ki67, c'est un marquage qui identifie les cellules en prolifération. Il s'avère que toutes les cellules de la matrice sont en prolifération. Dans le corps humain, c'est l'endroit où vous avez l'activité prolifératrice la plus élevée. Non seulement ça, mais c'est tellement élevé que la pousse de 0,3 mm par jour du cheveu. C'est le résultat direct de la multiplication de ces cellules. Elles se divisent dans un espace confiné, et donc elles s'accumulent. Elles s'accumulent tellement qu'elles font pousser le cheveu de 0,3 mm. Alors maintenant, j'ai fait allusion tout à l'heure à la chimiothérapie, ça explique aussi pourquoi l'effet secondaire majeur de la chimiothérapie, c'est la chute des cheveux. Pourquoi? Parce que ces cellules-là, elles se multiplient plus vite que les cellules cancéreuses. Et donc, lorsque vous faites injecter un agent cytostatique, par exemple, une des premières cellules qui va répondre à l'agent cytostatique, ce sont ces cellules-là. C'est pour ça qu'on, dans la chimiothérapie, on perd ses cheveux. Et à cause de la vascularisation qui est très particulière. Et à cause de la vascularisation que j'ai décrite tout à l'heure, qui amène justement... Exactement. D'où l'intérêt d'utiliser les casques réfrigérants. Les casques réfrigérants, quand on fait une chimio, en fait, ça induit quoi? Ça induit la vasoconstriction de ce plexus vasculaire. Ce qui fait que pendant l'injection, finalement, l'agent ne va pas atteindre les follicules pileux, ce qui va, on va dire, au moins freiner, ralentir un peu la chute du cheveu, induite par la chimiothérapie. Alors, quand on continue maintenant à la partie épithéliale, mais on s'intéresse maintenant à la gaine externe. Alors, la gaine externe, on va dire la gaine externe, au niveau topologique, elle se continue par l'épiderme. Donc on pourrait se dire, c'est pareil que l'épiderme. Eh bien, pas du tout. En fait, les programmes de différence, vous savez qu'en épiderme, vous avez par exemple deux couples de kératine. Vous avez le couple K5, K14 dans la couche basale et le couple K1 et K10 à partir de la suprabasale. Eh bien, dans le follicule pileux, le couple K5, K10, K5, K14, on va le retrouver sur toute l'épaisseur de la gaine externe, mais jamais le couple K1 et K10. En d'autres termes, la différenciation terminale qu'on observe dans l'épiderme n'a pas lieu dans la gaine conjonctive, dans la gaine externe. Bon. Si maintenant on regarde d'autres kératines exotiques de type embryonnaire pour certaines d'entre elles, comme le couple K8, K18, la kératine K19, la kératine 20, la kératine 17, eh bien ces kératines sont exprimées de façon mosaïque dans la gaine externe, mais on va voir que certaines d'entre elles, en l'occurrence les K19, elle n'est pas que mosaïque. En fait, elle est à deux endroits bien précis de la gaine externe du follicule pileux. Vous allez voir que ça a une importance énorme dans la biologie du follicule pileux. Enfin, alors, on ne sait pas pourquoi il y a la K8, K18. Alors ça. Mais je pense que c'est une réminiscence du processus embryonnaire. Parce que c'est vraiment les premières kératines qui apparaissent dans la différenciation de l'ectoderme. Maintenant, si on regarde la gaine interne, c'est un autre compartiment qui lui-même subdivisé en trois sous-compartiments. La cuticule, la couche de Huxley et la couche de Henle. Et en fait, la couche de Henle, c'est des cellules qui sont extrêmement kératinisées. Et en fait, cette kératinisation, elle s'opère d'une façon extrêmement brutale. Ici exactement. Précisément là. Avant, elle n'est pas kératinisée, juste au-dessus, elle est kératinisée. Alors pendant longtemps, on a pensé que cette structure, la gaine interne, ressemblait à une sorte de tuteur,
rigide, parce que quand c'est kératinisé, c'est vraiment kératinisé, c'est rigide. Hein. C'est à l'intérieur de ce cylindre, si j'ose dire, que pousse la tige pilaire. Et on va voir que la tige pilaire met du temps à maturer. Donc c'est une pratique d'avoir ce tuteur. Dont d'ailleurs le programme est contrôlé par un facteur transcriptionnel spécifique qui n'est exprimé que dans la gaine interne, qui est GATA3. Mais nous, on a montré plus récemment, c'était en 2008, qu'en fait, il y a des enzymes qui sont spécifiquement exprimées dans la gaine interne et qui n'ont vraiment rien à voir avec un rôle de tuteur. Et en particulier une enzyme qui est l'héparanase. C'est ce qui est en rouge ici. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Elle n'est exprimée que dans la gaine interne. Ce qui fait que les héparanes sulfate protéoglycans, qui sont ici en vert, sont totalement absents de ce compartiment. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gaine interne, non seulement elle a un rôle de tuteur, mais elle a aussi un rôle de barrière de diffusion, qui permet de bien garder séparé le programme de différenciation de la gaine externe de celui de la tige pilaire. D'accord? Globalement, faites chacun votre boulot. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il y a transition anagène-catagène, le premier compartiment qui est affecté, c'est la gaine interne. Et donc elle ne joue plus son rôle de policier, si j'ose dire, au sein du bulbe. Et donc à ce moment-là, il y a confusion des genres, je veux dire, et le follicule rentre en catagène. Et ça, on l'a très très bien montré. Comment? Tout simplement en mettant un inhibiteur spécifique de l'héparanase sur des follicules pilés in vitro. Et ensuite, on a regardé ce qui se passait et on a vu le déclenchement d'un vrai catagène, avec tous les marqueurs qu'on avait décrits auparavant de la transition anagène-catagène. Donc, pour moi, la gaine interne, c'est plus qu'un tuteur. C'est vraiment le maître du contrôle de l'homéostasie folliculaire. Si on arrive à bien contrôler le comportement de ce compartiment, précisément, je pense qu'on arrivera à très bien contrôler la croissance du cheveu. Alors, on rentre dans le troisième compartiment épithélial, qui n'est pas le plus simple, qui est la tige pilaire elle-même, mais c'est ce qu'on voit à la surface du cuir chevelu. Alors, par diffraction des rayons X, alors là c'est amusant, on est allé, je ne sais pas si vous connaissez le synchrotron à Grenoble, c'est une énorme structure, hein, c'est une sorte de grand donut, hein, qui fait presque, je ne sais pas combien, il doit faire 500 mètres de diamètre. Et dedans, vous générez des rayons X. Donc vous avez les électrons qui tournent comme ça. Et on est arrivé avec notre petit follicule, comme ça là. Donc, l'avantage de ce synchrotron, c'est que le faisceau est très fin et très puissant. Ce qui nous a permis de taper de façon très précise sur ce petit follicule. On a pu montrer comme ça que la maturation de la tige pilaire en fait prenait beaucoup de temps et s'étendait sur à peu près 900 microns, presque 1 mm. Entre le démarrage au niveau des cellules de la matrice et la tige pilaire elle-même, et la tige pilaire formée. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que progressivement, on passait d'une structure protéique totalement amorphe vers une organisation progressive avec la formation des filaments, leur orientation, leur compaction et finalement leur réarrangement radial. Donc ça prend à peu près 3 jours et c'est ce qui nous a permis de déterminer 4 zones successives, la zone 1, la zone 2, la zone 3, la zone 4. Maintenant, si on regarde les kératines, alors les kératines du cheveu, alors j'ai dit dans l'épiderme il y en a 4, hein. Dans le cheveu il y en a 13. Et ces kératines, il y a des basiques et des acides, hein, parce que c'est toujours d'un couple acide avec une kératine acide avec une kératine basique. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'elles n'apparaissent pas toutes en même temps. Il y a une chorégraphie dans l'espace et dans le temps de l'apparition de kératine. Ce qui d'ailleurs est en phase avec le fait que la maturation est elle-même progressive dans l'espace. Donc vous voyez par exemple la HA4, qui maintenant s'appelle la K34, elle apparaît à partir de 400 microns. Donc c'est déjà plus de 1 jour après le début de la maturation de la tige pilaire. Mais à côté, associé à ces kératines, il y a une autre famille de protéines qui est énorme, puisqu'il y a plus d'une centaine de gènes différents. Ce sont ce qu'on appelle les CAP, Keratin Associated Proteins. Et les CAP, elles se subdivisent en 3 grandes sous-familles.
une famille qui est riche en glycine tyrosine, c'est ce qu'on appelle les CAP HGT, une famille qui est riche en soufre, c'est ce qu'on appelle les CAP HS, et une famille ultra riche en soufre, qu'on appelle les UHS. D'accord ? Et en fait, quand vous, généralement, si vous demandez aux gens, vos cheveux, ils sont faits de quoi hein? Les gens vous disent, ils sont faits de kératine. À la fois, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai pour à peu près 50 à 60% de la fibre. Les 40% restants, c'est des cartons. Ça, c'est très important parce que ça veut dire que votre fibre et que votre tige pilaire, en fait, c'est un matériau qui est composite. Qui a des fibres, on va le voir après, qui a des fibres de kératine qui sont noyées dans un ciment de carpe. D'accord ? C'est ce qui explique encore une fois l'intérêt d'une prise par voie orale de certains médicaments qui favorisent la repousse. Et qui favorisent aussi, par exemple, l'effet secondaire de la cystine Beaufour, qui est fait pour les ongles, pour renforcer les ongles, a des effets secondaires, c'est sur le cheveu. Et là, ce qu'on a découvert aussi, il y a déjà un certain temps, on a découvert qu'il y avait une enzyme qui était spécifiquement exprimée dans la tige pilaire, qui est la transglutaminase 3. La transglutaminase 3, c'est une enzyme qui est responsable non pas des ponts disulfures que tout le monde connaît dans la fibre, mais de ponts ce qu'on appelle isopeptidiques interchaînes, c'est-à-dire qu'il y a un clic des glutamines et des lysines. Et ça permet de faire des ponts interchaînes. Vous connaissez tous cette transglutaminase. Transglutaminase, c'est le facteur 13A de coagulation. C'est une transglutaminase. C'est celle qui permet la formation des caillots. Les caillots, c'est quoi? Réticulation de fibrine et de fibronectine. Réticulation par quoi? Par des ponts isopeptidiques. Par quelle enzyme? Là, le facteur 13A qui est une transglutaminase. Donc vous connaissez très bien ce type d'enzyme. Eh bien, il existe aussi dans la tige pilaire. Ce qui fait qu'en fait, dans la tige pilaire, vous avez deux types de liaisons qui stabilisent la tige pilaire. Vous avez en fait d'abord un premier échafaudage qui est essentiellement stabilisé par des ponts isopeptidiques et en fait qui correspond à la synthèse de CAP HGT, qu'on parlait tout à l'heure. Et ensuite, vous avez les ponts disulfures qui viennent stabiliser le tout avec les CAP HS et les CAP UHS. Donc on parlait jusqu'à présent de ponts disulfures, maintenant on a rajouté une autre dimension qui est celle des ponts isopeptidiques. Alors maintenant, voilà comment on peut regarder un petit peu le contenu d'une tige pilaire. Vous voyez que c'est un tout petit peu compliqué. Et là, vous avez toutes les capes, certaines enzymes, toutes les kératines, et vous voyez que la tige pilaire, c'est tout de même quelque chose de très compliqué. Alors, c'est certain que les capes, elles ont un rôle de redondance. En fait, au cours de l'évolution, elles sont apparues par duplication génique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence d'une cape à l'autre dans une famille donnée. Il y a des petites différences, mais pour moi, il n'y a pas de pathologie associée aux capes, alors qu'il y a des pathologies associées aux kératines, tout simplement parce qu'il y a une telle redondance fonctionnelle, et même s'il y en a une qui était mutée, il n'y aurait pas d'effet global sur la qualité de la tige. Alors, donc, tout ça pour résumer, voilà la formation, la vision schématique d'une tige pilaire avec les kératines qui s'associent à 2 à 2 puis 8 à 8 pour donner les filaments intermédiaires qui eux-mêmes vont s'associer, noyés dans les capes pour donner les macrophibriles et c'est comme ça. Alors donc, vous avez, lorsque vous regardez une section transversale par microscopie électronique, ici vous avez les microfibrilles et tout autour, vous avez ce ciment, les capes. Et ça c'est très important parce que c'est ce qui va donner les caractéristiques uniques, les caractéristiques mécaniques uniques du cheveu. Vous savez qu'avec un cheveu, vous pouvez soulever vous pouvez soulever un poids de 100 grammes. C'est très résistant, le cheveu. Et en fait, et puis vous pouvez le coiffer, vous pouvez sans qu'il se casse, vous pouvez faire de la mise en pli, et tout ça pourquoi? Parce que c'est un matériau composite. Et le meilleur exemple pour expliquer tout ça, c'est le béton armé. Le béton armé, c'est aussi un matériau composite, avec des fibres métalliques, qui sont noyées dans du ciment. Si vous avez une structure qui n'a que du ciment, elle est friable, elle n'est pas solide. Si vous avez une structure qui n'a que des fibres métalliques, elle est flexible, elle ne peut pas tenir. Vous mettez les deux, vous avez des propriétés mécaniques exceptionnelles. Le cheveu, c'est la même chose.
C'est pour ça que le cheveu est solide, ça a des propriétés mécaniques uniques. Et donc, si on veut avoir un cheveu en bonne santé, il faut non seulement les kératines, ce qui est évident, mais il faut aussi la synthèse des câbles. Et ça, c'est quelque chose. Donc, vous avez compris que c'est comment dirais-je, une structure composite. Vous avez compris qu'il y avait 4 zones successives. Vous avez compris qu'il y avait 2 types de liaisons covalentes. Et ce qu'on vient de montrer, là, ça vient juste d'être publié. Là encore, c'était. Enfin, je corrige la diapo parce que ça vient juste d'être publié dans le PNAS. En fait, on a montré la maturation progressive de la tige pilaire avec un microscope à force atomique. Et on a montré qu'en fait, c'est quelque chose qui prend du temps, puisque ça s'étend sur 900 microns. Et surtout, ce qu'on a montré, c'est que la résistance mécanique du cheveu, l'apparition plutôt de la résistance mécanique du cheveu, accompagnait la maturation progressive de la tige et l'épaississement progressif et l'organisation progressive des macrofibrilles. Ça, c'est vraiment la première fois qu'on fait un lien direct entre un processus biologique et un processus mécanique.